Magazine pluriel. Henri Otiocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, tournée nationale de sensibilisation et de vulgarisation du programme national de développement dénommé PND Tour. Le coup d'envoi a été donné hier à Tchévié par le chef de l'État, Faure Essozi Mnangagwa. La famille des universités s'agrandit au Togo. Une nouvelle structure privée d'enseignement supérieur dénommée Institut des nouvelles technologies INTA a été inaugurée hier à Lomé. L'heure est grave en Libye au moment où les combats au sud de la capitale libyenne font craindre un nouvel embrasement. Les hommes de Khalifa Haftar se disent prêts à marcher sur Tripoli. Réunis en Grande-Bretagne, les ministres des Affaires étrangères du G7 exhortent les partis impliqués à faire cesser immédiatement toutes les activités militaires dans les environs de la capitale. Invité du journal, M. Edmond Amoussou, il est directeur général de l'ANPE. Il nous parle du projet de l'emploi à l'international, notamment les conditions à remplir afin de bénéficier de cette initiative. Également dans ce journal, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous l'édition en titre. Le chef de l'État Faure Essozi Mnangagwa a officiellement lancé hier vendredi à Tchévié, dans la préfecture de Zio, la tournée nationale dénommée PND Tour qui sillonnera plusieurs villes du pays. Il s'agit à travers cette tournée de vulgariser le PND aux populations à la base afin de susciter leur participation pour l'atteinte des objectifs assignés à ce programme. Le chef de l'État avait à ses côtés le chef du gouvernement comme Silom Klassou que je vous propose d'écouter. Le chef de l'État a juste voulu vous remettre le PND pour que vous l'adoptiez, qu'il soit le vôtre. Vous êtes jeunes, hommes, femmes, mobilisons-nous pour atteindre ces objectifs afin de gagner les fruits, notamment les emplois pour nos jeunes en chômage, pour nos mamans commerçantes, que les activités se fructifient davantage, plus qu'avant. Au nom du président Faure, je voudrais remercier toute la population de Zio. Vous êtes les premiers ambassadeurs de ce projet, ceux qui vont aider le président à ventiler l'information auprès des populations. Les propos du Premier ministre ont été traduits par Yao Kamake. La présidente de l'Assemblée nationale, Tchega Yawa Djibodi, et les membres du gouvernement ont également assisté à cette cérémonie. Les jeunes et les producteurs de la localité n'ont pas manqué d'exprimer leurs difficultés et leurs attentes. Pour nous, c'est le développement de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture reste très rudimentaire. Donc, qu'est-ce que nous voulons? C'est simple, c'est qu'on essaie de mécaniser d'une manière ou d'une autre l'agriculture. On n'a pas besoin de grands trucs, on a besoin des outils qu'il faut, juste avec quelques tracteurs, pour essayer de développer d'une manière ou d'une autre l'agriculture. Par rapport à ce que je fais, j'ai appris que le PND aide surtout les femmes à promouvoir leur activité, surtout pour que les femmes ne souffrent pas dans les villages. Concernant cela, j'ai trouvé le PND très bien, puisque ça m'a aussi aidé à valoriser un peu ce que j'ai appris, comme la fabrication des sacs et des chaussures. Quelle incidence le PND apportera-t-il à la population de Tchévié? Monsieur Dassidedji Kofi Mawonyo, acteur de développement. La population du Zio tirera beaucoup de profit au cours des 5 ans à venir lors de la mise en œuvre du PND. D'abord, le dédoublement de la nationale numéro 1 à partir de Davié passera par la ville de Tchévié. La population de Zio bénéficiera de la mise en œuvre de l'agropole Vaux-Zio.
De même que des unités de transformation qui sont déjà dans la zone de Kélié seront renforcées. De même que l'artisanat et d'autres unités de transformation qui seront mises en place. Opération Togo propre, les membres de la préfecture du Golfe, la délégation spéciale de la préfecture du Golfe et d'Aguenivé et la population de Sagbado ont mis au propre le terrain scolaire du lycée d'Adido Gomez ce matin. C'était dans le cadre de l'opération de salubrité instituée par le gouvernement chaque premier samedi du mois. Diagne Yao Sedina, il est chef division des services techniques de la préfecture du Golfe. La population du Golfe en général, en particulier celle du canton d'Aplaou-Sagbado, est sortie nombreuse pour répondre à cet appel du préfet du Golfe afin de rendre propre le terrain du lycée moderne Adido Gomez II et ses alentours. Nous sommes venus pour aussi donner de bons exemples à la population de pouvoir rendre propre tous les alentours, les rues, les ruelles de notre préfecture. Au nom du préfet du Golfe et du président de la délégation spéciale, je lance cet appel à toute la population de pouvoir observer cette journée à chaque moment qu'ils sont appelés. À Atapamé, l'opération Togo propre a connu ce matin une mobilisation des populations en divers points. Jean Mizou, Atop, Atapamé. À Vétin, banlieue sud de la commune d'Atapamé, les populations devant lesquelles les membres du comité villageois de développement ont mis au propre la principale route qui traverse le milieu au niveau de l'école primaire catholique. Ils y ont désherbé et enlevé un dépotoir pour un environnement sain. À Atapamé même, les personnels de certains services étaient mobilisés pour ce geste citoyen dans l'enceinte et les alentours des bâtiments. La grande opération Togo propre qui a visé aussi bien les civils que les militaires du 3e RI de Témédia, les forces de l'ordre s'est déroulée au grand marché d'Agbonou. Le président de la délégation spéciale de la commune d'Atapamé, M. Adjonou Kassenyen, a d'ailleurs salué cette initiative des jeunes. Jean Mizou, agence togolaise de presse à Atapamé pour Radio Lomé. Toujours en page nationale, la compagnie énergie électrique du Togo poursuit les efforts pour améliorer le score du pays dans le classement Doing Business. La société a échangé hier vendredi à Lomé avec sa clientèle institutionnelle, notamment les grandes entreprises et industries. Les discussions ont porté, entre autres, sur les réformes entreprises pour l'amélioration du climat des affaires. Reportage, Hélène Assabi, récit, Bénédicte Kanda. Les discussions ont porté, entre autres, sur les réformes entreprises pour l'amélioration du climat des affaires. La satisfaction de la clientèle est l'un des critères sur lesquels se basent les examinateurs du Doing Business pour faire leur classement. Cet échange qui a porté notamment sur le raccordement à l'électricité, l'entretien et la modernisation du réseau électrique vise à éclairer les clients moyenne tension sur les différentes réformes opérées pour qu'ils puissent à leur tour donner des informations justes aux examinateurs. Maoussi Kakachi, directeur général de la CET, révèle quelques dispositions prises pour l'amélioration du climat des affaires. Nous avons débuté par une réduction de 30% des frais de raccordement à la clientèle moyenne tension, c'est-à-dire aux grandes entreprises. Et nous l'avons renforcé en novembre 2018 à 50% de réduction des frais de raccordement. Et cette offre commerciale déjà attractive est renforcée par un étalement du paiement de ces frais sur 6 mois. Souvent, c'est des factures très élevées, c'est-à-dire les industriels qui veulent se raccorder, le coût des raccordements se chiffre à des millions. Et cette facilité leur permettra de venir s'installer sans trop se soucier des coûts qu'ils vont investir dans les infrastructures de raccordement. La CET mène également des actions pour une transition vers les énergies renouvelables.
Merci à toi, Bénédicte Kanda. Inauguration hier vendredi à Lomé d'une nouvelle université privée d'enseignement supérieur dénommée Institut des nouvelles technologies appliquées. L'objectif visé est de former des cadres ingénieurs capables de s'adapter aux réalités des entreprises de tous les pays du monde. La nouvelle université permettra également aux étudiants de s'adapter aux évolutions technologiques complexes et de viser une carrière riche et épanouissante. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Kofi Abagana, que je vous propose d'écouter. Il s'agit de former des cadres togolais ou étrangers dans un contexte de l'adéquation formation-emploi. Nous avons besoin aujourd'hui d'une université forte, d'une université fidèle à sa vocation humaniste, de transmission de savoir et ouverte sur les réalités du présent, capable de relever des défis de l'avenir. Nous devons permettre davantage de jeunes d'accéder aux études supérieures et mieux les préparer au marché du travail. Si nous voulons être au premier rang dans l'économie de la connaissance, nous devons nous donner les moyens d'être à la pointe de la recherche et de l'innovation. Pour Germain Meba, président du conseil d'administration de l'INTA, le projet de création de cette université répond au souci de relever les défis de l'emploi et de compétitivité. Former des ingénieurs de qualité en métier. Nous avons changé de paradigme au niveau de l'Institut des nouvelles technologies appliquées, à savoir former pour la pratique, pour avoir des diplômés en métier. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater qu'il y a un accompagnement de l'Union européenne à travers cette idée qui a germé. Parce que si nous continuons à former des jeunes pour le chômage, ils constitueront un danger pour nous pour demain. Journée de sensibilisation hier à l'intention des élèves du lycée moderne d'Adidogomé sur l'éducation de la jeune fille, organisée par l'ONG ASF Togo. L'événement a permis de débattre du thème l'éducation et l'alphabétisation de la jeune fille. Cette sensibilisation a été couplée de matchs de gala dotés de coupes qui a opposé les filles du lycée d'Adidogomé 1 au lycée d'Adidogomé 2. Un trophée enlevé par Adidogomé 1 après un match qui a tenu toutes ses promesses. Score à la fin 2-1. Esso Atalabadi, président de l'ONG ASF, s'estime heureux. Nous ne volons pas seulement sur l'éducation de la femme. Ce match vient pour faire connaître les filles de ces divers établissements que nous jouons ici ensemble. Ça leur permet de se sympathiser. C'est dans la sympathie et dans la paix que notre association peut avoir une bonne œuvre. Nous avons donné une coupe, nous avons donné aussi des livres qui serviront à lire. Et puis ce communiqué, le directeur du Fonds d'aide à la culture, FAC, invite les artistes et promoteurs culturels résidents à Lomé et de ses environs dont les projets ont été retenus pour financement à l'issue de l'appel à projet édition 2018-2019 à prendre part à une réunion d'information le mardi 9 avril 2019 à 14h30 dans l'enceinte de l'École nationale d'administration ENA. Par ailleurs, il porte à la connaissance des bénéficiaires résidant à l'intérieur du pays que les directeurs régionaux des arts de la culture sont instruits pour leur donner la même information à partir de mercredi 10 avril 2019. C'est une confirmation, une commission d'histoire et de recherche présidée par Vincent Duclercq sera bien chargée de se pencher sur le rôle de la France au Rwanda de 1990 jusqu'au génocide de 1994 qui a fait jusqu'à 800 000 morts selon l'ONU. La composition de cette commission a été dévoilée hier par l'Élysée. Le sujet est sensible. Paris est régulièrement accusé par Kigali d'avoir assisté les génocidaires. France, les gilets jaunes
reviennent pour l'acte 21 de leur mobilisation. Ce samedi 6 avril, pour l'acte 21 de leur mobilisation, les Gilets jaunes prévoient plusieurs rassemblements dans le pays. 3 jours après la censure de l'article clé de la loi anti-casseurs qui prévoit des interdictions administratives de manifester. Au bout de 5 mois de manifestations dans toute la France, les Gilets jaunes restent mobilisés. Invité du journal, Monsieur Edmond Moussou, il est directeur général de l'ANPE. Il nous parle du projet de l'emploi à l'international, notamment les conditions à remplir afin de bénéficier de cette initiative. Monsieur Edmond Moussou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ANPE, entendez Agence nationale pour l'emploi, l'institution dont vous tenez la haute responsabilité, a organisé jeudi dernier un forum sur l'emploi à l'international. Dites-nous, le forum sur l'emploi à l'international, pour les auditeurs, de quoi est-il question? Merci beaucoup. C'est une activité foraine pendant laquelle nous montrons à la population, particulièrement aux jeunes, et ceux qui sont capables de travailler à l'extérieur dans les conditions régulières, dans quelles conditions on peut les accompagner de façon gratuite par les services publics, les préparer bien avant, de façon qu'ils rencontrent les attentes des marchés internationaux, notamment dans la sous-région, en Allemagne, au Canada, en Australie, ou partout il est possible de travailler. Donc ça rentre bien dans les attributions de l'ANPE, que l'État a mandaté de s'occuper de toutes les questions de mobilité de la main-d'œuvre au niveau national et au niveau international. Alors, Monsieur Amosso, vous dites bien que vous entendez accompagner les compatriotes à l'extérieur. Pourquoi est-il utile aujourd'hui de lancer cette initiative? Le Togolais migre depuis des temps immémoriaux. Si vous avez souvenance, nous avons des compatriotes qui étaient en Côte d'Ivoire qui travaillaient et qui ont fait l'objet de rapatriement forcé dans les années 58. Le Ghana, du temps de Bouzia, a renvoyé nos compatriotes. Et puis il y avait à Guégué ce phénomène par lequel les Nigérians se sont débarrassés de ceux qui étaient dans ces pays. Et récemment, on a pu rapatrier une centaine de personnes de la Libye. Au départ, les gens pensent que l'Eldorado, c'est ailleurs. Ils y vont, ils sont établis, et brusquement, ils font l'objet de rafles. C'est ce que le gouvernement ne souhaite plus. C'est-à-dire, faire les choses correctement, signer des accords avec les États, de telle façon que les gens n'aillent pas traîner et qu'ils travaillent sur les emplois disponibles. Et le moment venu, avec les expériences, avec les ressources, qu'ils reviennent soutenir le Togo. Alors, Monsieur Amonsou, qui justement peut bénéficier de cette initiative? Vous-même, vous pouvez en bénéficier. Tout fonctionnaire togolais qui rêve de travailler dans une organisation internationale, soit régionale, soit à l'ONU, et à Genève, à OBIT, doit être accompagné dans un processus d'information continue. Donc le fonctionnaire ou l'employé d'une grosse ONG doit se préparer pour avoir accès aux postes, et par exemple pour l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Et le moment venu, il peut compétir et aller occuper ces postes jusqu'au plus haut niveau. On a des modèles. L'ancien Premier ministre Hubert Mumbo était au BIT, aux Nations Unies, et maintenant au FIDA. Edouard Kodjo, on le connaît, Adosama paix à son âme, et des non-puissants. Maintenant, c'est les plus jeunes. Aujourd'hui, des étudiants, et aussi ceux qui travaillent, rêvent d'aller travailler ailleurs. On ne peut pas freiner leurs rêves. Mais on doit leur donner les informations justes avec les parents. Les parents sont concernés. Il ne faut pas vendre les terrains et faire partir les gens en désordre vers les mers où ils meurent. Donc il faudrait que ça soit fait de façon raisonnée. Tout le monde ne partira pas. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais ceux qui ont les formations, qui peuvent emprunter et qui rencontrent les attentes des marchés extérieurs, je note que 2 tiers, sur les 8 millions de Togolais, 2 millions sont à l'extérieur. Mais les 2 tiers sont en Afrique. Ils ne sont pas aussi loin.
Donc les gens travaillent au Ghana, au Nigeria, au Burkina. Le bon maçon au Burkina, c'est le Togolais. Le bon peintre, c'est le Togolais. Au Gabon, la personne qui travaille dans les maisons, c'est une Togolaise, avec la confiance. Donc nous avons une marque Made in Togo, de la main-d'œuvre sérieuse et de qualité. C'est sur cela que nous travaillons. Mais les parents doivent venir prendre l'information. Les jeunes eux-mêmes, ça prend 2 ans de préparation, ça prend des formations complémentaires. On ne se lève pas un matin pour partir, comme ça à l'aventure, comme on dit. Pas d'aventure, mais quelque chose de structuré. Alors, M. Amoussou, vous venez de le dire tout à l'heure, que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et si je comprends bien, ce n'est pas tout le monde qui peut aller à l'extérieur. Alors, quels sont les critères et les conditions à remplir avant d'être élu? D'accord. Je vais donner quelques exemples sur certains marchés sur lesquels nous sommes en négociation et les accords vont être conclus avant la fin de l'année. Pour le Québec, il est très clair qu'aujourd'hui, sur l'économie numérique, on a besoin des gens, des ingénieurs, de génie logiciel pour les films et les jeux vidéo. Donc le jeune homme, la jeune fille qui a fait une bonne formation ici, qui peut prendre des certifications dans ces domaines-là, qui généralement il faut avoir l'anglais d'un bon niveau, avec des tests. En ce moment-là, il rencontre les conditions, après avoir travaillé un tout petit peu. Et donc nous pouvons mettre en face des emplois proposés par le marché du Québec. On va le tester ici. L'employeur décide, après avoir testé aussi par Skype et autrement. Voilà comme ça se passe. Les autres secteurs, par exemple pour la santé. Le Canada, le Québec, les hôpitaux ont besoin d'un peu plus de 800 infirmiers et infirmières. Ils ont envoyé des délégations au Brésil. Si on avait signé l'accord, nos jeunes gens et nos jeunes filles qui sont sortis, +3, sages-femmes, infirmiers, d'État, assistants médicaux, qui ont fait 5 ans de provenance, ou sur le programme aide, qui n'ont pas pu être embarqués par le concours national, ceux-là qui ne travaillent pas dans les hôpitaux privés peuvent partir dans les conditions régulières, avec notre assistance en face d'offres bien détaillées sur lesquelles nous allons les préparer. Et puis il y a le service à la personne, c'est-à-dire ceux qui vont s'occuper des personnes âgées, handicap, à mobilité réduite, que ce soit en Allemagne. Pour l'Allemagne, il faut avoir fait le niveau B1 ici à l'Institut Goethe. Il faut donc avoir déboursé un peu d'argent pour parler correctement l'allemand, et puis avec cette formation, on peut partir. Donc les secteurs porteurs dans ces pays, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en France, au Canada, nous les connaissons. Nous allons donner les informations, mais nous dirons aux jeunes, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je vous rappelle que nous sommes en direct avec M. Edmond Amoussou, il est directeur général de l'ANPE. Monsieur le directeur, dites-nous concrètement quel est l'intérêt particulier pour les étudiants et les travailleurs migrants togolais? Pour les étudiants, ce n'est pas en principe notre clientèle, mais nous travaillons avec les ambassades. Lorsqu'un étudiant togolais est en train de boucler une licence ou un master, il a envie d'approfondir jusqu'à un niveau doctorat de recherche, il y a des bourses. On doit lui montrer, avec le biais des ambassades, comment est-ce qu'on s'inscrit. Par exemple, pour la recherche, des universités offrent des bourses pour que nos jeunes aillent travailler dans la recherche et en même temps, ils étudient et puis ils obtiennent leur doctorat. Pour les autres étudiants, il faut connaître l'information. En France, on ne se lève pas pour partir comme ça à l'ambassade, demander un visa. Donc, les ambassades, les consulats, travaillent avec nous pour porter l'information. Voilà l'intérêt pour l'étudiant. Mais un étudiant qui est parti préfigure le travailleur qui va s'installer pendant un temps dans ce pays avec les dispositifs qu'il faut connaître. Et puis progressivement, il y a d'autres dispositifs pour revenir avec l'appui de ces gouvernements pour pouvoir travailler dans les entreprises et les différents éléments du PND sur lesquels le président prévoit 100 000 emplois par an et 500 000 jusqu'en 2022. Les emplois du Togo à l'extérieur font partie des 500 000 emplois. Parce que nos jeunes gens et autres qui sont à l'extérieur nous envoient plus de 10% de notre produit intérieur brut. Ça veut dire l'ensemble de l'aide internationale qu'on nous donne, nos compatriotes à l'extérieur sont plus puissants pour nous envoyer plus d'argent. S'ils ne passent pas dans les conditions régulières, comment est-ce qu'ils peuvent nous envoyer les ressources qui peuvent servir dans l'immobilier, acheter un terrain, construire une bonne maison, qui reviennent en vacances avec leur famille et progressivement préparer leur projet de retour, venir nous créer les entreprises dont nous avons besoin et occuper les grands postes
au niveau de l'administration publique, mais aussi qu'on n'ait pas trop de travailleurs étrangers qui prennent les postes les plus juteux dans le privé. Nous avons nos compatriotes qui vont venir occuper ces postes lorsque nous gérons ça correctement. Monsieur le directeur de l'ANPE, est-ce que votre initiative, elle n'encourage pas plutôt ce que nous appelons la fuite des cerveaux? D'un point de vue intellectuel, on peut le dire. Il y a des fois, je m'amuse, je dis, mais est-ce que vous pouvez arrêter quelqu'un qui veut partir? Non. Ce n'est pas le gouvernement qui les fait fuir. Il faut éviter que les gens n'aillent mourir dans les mers. Si nous sauvons de ce que nous voyons faire en Libye récemment, avec plus de 100 personnes qui étaient prises par les gangs, les milices, le gouvernement a déployé des efforts extraordinaires pour les arracher de cet esclavage. Ils sont revenus. On les a aidés, ils sont retournés dans leur village. Si on ne fait rien, ils repartiront encore avec ces dangers. C'est un phénomène naturel. Nos anciens qui partaient au Congo, Brazzaville, en Guinée, on dit maman Congotan, papa Congotan. Est-ce qu'on les a fait fuir? C'est parce qu'on est dans un marché mondialisé. Pour aller au Ghana travailler, les gens traversent la frontière. Faisons ça correctement. Et arrêtons de parler intellectuellement en griffe. Et le feu président qui récupère d'intellectuels tarés, évitons de rentrer dans cette définition trop théorique. Quelqu'un qui veut partir, accompagnons-le et disons-lui, revenez vite pour que vous nous serviez dans le pays. Alors, monsieur le directeur général de l'ANPE, dans tout ça, qu'est-ce que l'État gagne? L'État gagne en flux financiers. Je vous ai dit que plus de 10% de notre PIB, l'ensemble des aides et des prêts qu'on nous fait dans nos pays, que ce soit le Togo, le Ghana, ceux qui sont à l'extérieur de la diaspora envoient plus que cet argent. Alors, si nous guidons bien cet argent, au lieu de faire les fêtes, les baptêmes seulement, de construire les églises, les mosquées seulement, on peut investir dans l'immobilier. On peut aussi investir dans le capital des entreprises. L'épargne intérieure n'est pas élevée. C'est pour ça qu'on envoie beaucoup d'entreprises internationales venir occuper les pans importants de notre économie. Pourquoi pas les Togolais eux-mêmes, ceux des épargnes de l'intérieur, plus de la diaspora, prendre des choses dans le ciment, dans la logistique transport, la gestion du port, des aéroports, les industries, les agropoles. Voilà ce que nous souhaitons. C'est comme ça que les pays se développent. C'est ainsi que le gouvernement va gagner gros en accompagnant gratuitement les gens qui veulent partir, qui remplissent les conditions et qui reviennent aussi avec des programmes de retour. La feuille de route que le ministre des Affaires étrangères a dévoilée mardi dernier fait partie de cela. Qu'est-ce qu'on fait pour la diaspora? Il y aura un forum économique en novembre. Nous serons présents et nous devons accompagner nos frères, les encourager à revenir et à nous aider en retour. Alors, monsieur le directeur, votre initiative est noble. Il s'agit d'accompagner les gens à l'extérieur. Mais est-ce que l'ANPE fait un suivi pour ce qui est du séjour de ces Togolais une fois sur la terre d'accueil? La première étape, c'est que le gouvernement signe des accords avec ces pays d'abord. Si le gouvernement signe un accord, dans les dispositifs, nous préparerons les gens d'abord au niveau des contrats. Ne signeront pas n'importe quel contrat ceux qui veulent partir. D'abord, on garantit cela avant que le ministre de la Sécurité ne leur donne le passeport et puis après le visa. Les dispositifs d'accueil seront pris sur place. Particulièrement dans les ambassades, ils seront enregistrés, suivis. Pour que, par exemple, dans le Golfe, ce qu'on voit, que les gens se jettent par les fenêtres, qu'on les jette par la fenêtre, que ça ne se passe jamais. Donc le Togo ne signera des accords qu'avec des pays qui respectent les droits de l'homme. Je ne veux pas citer le pays du Golfe. Vous les connaissez. Vous voyez la télé. Pour certains, un noir, il est bon quand il est esclave. Nous ne voulons pas ça. Nous irons donc. Les dispositifs d'accueil seront là, d'encadrement sur place, par le biais de l'ambassade. Et quand ça chauffe, le ministre de la Sécurité, le ministre des Affaires étrangères sauront comment gérer nos compatriotes pour les faire revenir. Voilà. Justement, j'allais poser la question par rapport au retour de ces migrants, puisque nous avons assisté à des Togolais qui sont partis pour ne plus revenir. Je voulais vous poser la question de savoir si il y a des garde-fous pour assurer le retour de ces compatriotes, surtout que plusieurs ne veulent plus revenir dans le pays. Nous sommes dans une communauté de destin.
Sur les 8 millions de Togolais, 2 millions sont à l'extérieur. Et parmi ceux qui sont à l'extérieur, certains prospèrent très bien. Certains par moment des difficultés familiales pour payer la scolarité. Les ambassades doivent ouvrir les yeux, c'est ce qui se fait, pour les assister, de telle façon qu'ils se sentent toujours liés à notre pays. Il y a des dispositifs de retour, d'accompagnement au retour volontaire. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères gère. Mais il y a des fois, comme dans les pays comme au Gabon, en Guinée équatoriale, on fait des rafles. Ceux qui sont partis irrégulièrement, on les embarque, on les envoie à Lagos et le gouvernement court pour aller les chercher. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons anticiper. Les ambassades suivent. Dès qu'il y a une alerte, l'ambassadeur parle avec les autorités sécuritaires de ce pays. Par contre, ceux qui sont là-bas, on les encourage à revenir. Certains peuvent revenir juste pour 2 mois, travailler au CHU, à Radio Lomé ici avec vous, venir renforcer avec du matériel auquel ils ont accès. Et pourquoi pas, sur les radios privées et dans les municipalités, renforcer les mairies, les élus locaux qui vont être mis en place. C'est comme ça qu'on développe les pays et les régions. Ils ne seront jamais là-bas et définitivement. Doumenyuam sokudo arweo. On dit ça en Mina. Donc même si là où vous êtes, vous gagnez beaucoup d'argent, arweo là, c'est mieux. Alors, le temps qui nous est imparti touche pratiquement à sa fin. Monsieur, une dernière question. Votre organisation, je voulais dire l'institution dont vous tenez la plus haute responsabilité, quel est l'apport de votre institution par rapport au programme national de développement PN2 qui a été lancé par le chef de l'État hier à Tibet? Merci beaucoup. Nous travaillons beaucoup avec les équipes du PND, particulièrement celle de la présidence et du ministère du Plan et de tous les ministères concernés. Tous les axes du PND et les projets structurants regorgent de gisements d'emploi. Notre rôle, c'est de donner l'anticipation. Quand on veut faire la route nationale 2 voies de Lomé jusqu'à Sinkassé, il ne faut pas que le gouvernement, à un moment donné, soit en panne d'ingénieurs génie civil, de topographes, de coffreurs, de toutes sortes de personnel. Nous devons faire les études indiquées au gouvernement. Comment est-ce que, rapidement, on peut former les gens en quantité suffisante et faire le lien du placement pour les entreprises pour que ça se passe. L'agropole de Kara, nous avons déjà fait une étude avec le financement de l'UNESCO. Sur les 3 chaînes de valeur, nous connaissons les métiers et le gouvernement communique. L'INFA de Tové, les lycées techniques sont en train de retoucher les curricula pour que nous ayons des systèmes de formation qui ne fabriquent plus de chômeurs, qui forment des gens juste pour le marché et pour les marchés voisins. Le PND, c'est de l'emploi. 100 000, 500 000 emplois, comment on les obtient? Nous développons toute l'intelligence aux côtés du gouvernement pour l'aider à atteindre cet objectif qui est noble. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin est un mot d'espoir. Plus personne ne doit partir de façon précipitée. Il faut être documenté. Tous ceux qui rêvent de partir doivent venir nous voir. On les évalue. On leur dit ce qu'il faut compléter, comment fouiller les sites et avoir ce contrat. On peut être dans son salon, avoir son contrat, être testé et partir librement et gaillardement et nous revenir avec les sous et les compétences. Merci, M. Edmond. C'est moi qui vous remercie. Écho du Palais, 2 hommes ont été condamnés à perpétuité avec 5 millions d'amendes. Ils sont accusés d'homicide volontaire et trafic d'organes humains. Retour sur les faits, c'est avec Hélène Assabi. Les faits se sont déroulés le 29 juillet 2003 à Agoé. À en croire les propos de Kodjo, mécanicien à 2 roues, il a été approché par son client, un certain El Hadj, qui voulait acheter une tête humaine. C'est dans ces circonstances qu'il a participé à l'empoisonnement de l'enfant Pita âgé de 7 ans avant de le décapiter avec l'aide de son client. Au moment de l'enterrement du corps derrière sa chambre, son client El Hadj, qui se trouvait être l'acquéreur, a pris la fuite. Le sieur Kofi proposa alors à Kodjo un autre El Hadj à 2 500 000 francs discutables. Devant cette situation, le criminel n'a pas eu le choix. Kofi est donc parti et est revenu avec des agents de police déguisés en El Hadj et ils ont dit aux criminels qu'ils ont sur eux 1 800 000 francs et qu'ils souhaiteraient qu'ils les suivent à leur domicile pour le règlement du reste de la somme. Chemin faisant,
Ils ont tous atterri à la DPJ où le criminel a été soumis aux interrogatoires. Dans ses propos, il a aussi affirmé que son papa était complice quoiqu'il fût au champ au moment du crime. Les deux ont été donc condamnés à la prison à perpétuité avec 5 millions d'amende après leur passage devant la cour d'assises de Lomé. L'avocat de la partie civile, Maître Wana Chalim, se dit comblé par la décision qui a été rendue en ce sens que même si l'enfant ne peut pas revenir en vie, les parents ont trouvé un apaisement de cœur par la justice qui a été rendue. Il salue également la décision qui, selon lui, va décourager ces genres de comportements dans la société. On se retrouve samedi prochain. Dernièrement, revue de presse, principal sujet dans les parutions de cette semaine, la rentrée parlementaire de la 6e législature survenue mardi dernier avec pour priorité les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Revue de presse, une production de Léontine Atogima. Rentrée parlementaire, les réformes première patate chaude entre les mains de la 6e législature, écrit le libéral. Le bi-hebdomadaire poursuit, l'actuelle Assemblée nationale est très attendue sur la question des réformes constitutionnelles depuis l'élection du 20 décembre 2018. Le Code du pays précise que dans son allocution de circonstance, la présidente de l'institution, Mme Yawadi Boditchegan, a touché du doigt la priorité qui attend l'hémicycle avant d'indiquer que la question des réformes politiques cristallise tant l'attention de toute la classe politique. Pour elle, les réformes doivent être opérées dans un esprit de tolérance mutuelle, ajoute le journal. Selon Flambeau des démocrates, il y a eu trop de temps perdu autour de ces réformes politiques. L'heure a donc sonné puisque cette opposition qui s'accrochait farouchement à la formule en aucun cas n'est plus au Parlement. La voie est ouverte à la majorité de démontrer sa bonne foi en faisant le pas. L'hebdomadaire interpelle le chef de l'État à user de sa double casquette du président de la République et président du parti majoritaire à l'Assemblée pour agir sans tarder. Le messager rassure en citant la présidente de l'Assemblée nationale en ces termes. La récente audience accordée par le chef de l'État à la coalition des 14 partis de l'opposition à la demande de celle-ci renseigne sur la volonté de Faure Gnassingbé d'œuvrer à la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'état de droit dans le pays. Fin de citation. Le PNP sera bientôt sevré de sa revendication principale lorsque les députés plancheront sur ces réformes, trouve chronique de la semaine. Le journal va plus loin et révèle que l'opposition a fait de cette revendication un fonds de commerce en refusant de se joindre aux différents projets de loi envoyés par le gouvernement au Parlement et qui se sont d'ailleurs soldés par un échec. Le nouveau Parlement, lui, reste déterminé à solder ce passif que certains politiques utilisent comme un épouvantail. Chronique de la semaine invite donc le Parti national panafricain de Tiki Achadam à surseoir à sa manifestation du 13 avril prochain car sa revendication principale, les réformes constitutionnelles et institutionnelles, est désormais prise en compte. Parlant de ces manifestations du 13 avril, Ouattara les vainqueurs signale des appels au soutien à la marche du PNP et une probable reconstitution des partis restants de la C14 autour du parti. D'après ses écrits, la coordinatrice de la C14, Brigitte Adjamabo, tente de remobiliser les partis démissionnaires à travers la marche annoncée de Tiki Achadam. Le messager dubitatif sur la sortie de la coordinatrice de la C14 se demande quel rôle a-t-elle pu jouer dans le noyautage de la coalition. La coalition de l'opposition survivra-t-elle encore, s'interroge également Nouvelle Opinion. Et libéral qui révèle, François Bokor, l'homme qui a téléguidé l'éclatement de la C14, tombe aussi de son piédestal. Du bruit autour d'un retour qui finit dans les halls de Roissy-Charles de Gaulle, le Messie, rattrapé par son passé, renchérit Nouvelle Opinion. Pendant ce temps, Togo Matin note que Gilles Christ Olympio a enfilé son costume de chef de file de l'opposition. Du chef de file officieux au chef de file officiel de l'opposition, trouve Ouattara les vainqueurs. Ce n'est plus un secret pour personne que l'Union des forces de changement a arraché la chefferie de l'opposition togolaise suite aux élections législatives du 20 décembre dernier, explique le quotidien privé Togo Matin.
Personne ne peut aujourd'hui le contester ce poste au regard des textes en vigueur, mentionne l'apparition. Tout se précise pour les futures échéances électorales. Les nouveaux membres de la CENI, après prestation de serment, ont élu leur président. Ayassor Tchambakou succède au professeur Kodjouna Kadanga à la tête de la commission écrite chronique de la semaine. La cellule de réflexion UNIR positionne son champion Fort Gnassingbé pour la présidentielle de 2020, nous révèle Togo Matin. Autre sujet, premier forum économique Togo-UE, le site www.forumtogo-ue.tg dédié à l'événement. Forum national du paysan togolais du 11 au 13 avril prochain. 600 participants attendus à ce grand rendez-vous d'agriculture. Le CONAP qui vulgarise le PND sur toute l'étendue du territoire national d'un côté et de l'autre côté le PND Tour lancé hier à Thiévié par le chef de l'État Fort Eswazimna Gnassingbé. 19 villes togolaises accueilleront ce tour. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Voilà qui me fait à ce journal, un journal réalisé par Émile Baribogno à qui nous disons merci. Le rappel des titres avant de nous quitter. Tournée nationale de sensibilisation et de vulgarisation du programme national de développement dénommé PND Tour. Le coup d'envoi a été donné hier à Thiévié par le chef de l'État, Fort Eswazimna Gnassingbé. La famille des universités s'agrandit au Togo. Une nouvelle structure privée d'enseignement supérieur dénommée Institut des nouvelles technologies, INTA, a été inaugurée hier à Lomé. Bon après-midi à tous et à toutes.